Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché crypto. On a pas mal de choses à dire. On va faire une grosse update, puisqu'on a un BTC qui a bien bougé. La dernière fois, j'ai fait une update, c'était jeudi 2 mai. On a une très bonne réintégration. Le marché nous envoie un signal assez intéressant pour la suite qu'il faudra surveiller dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, on verra BTC, Ether, on verra les clôtures weekly, on verra la Bitcoin dominance, on verra Total 3. Bref, on va faire une assez grosse revue. Alors, on va commencer par la clôture weekly qui arrive dans 10 heures. C'est une clôture qui est bullish, d'accord. C'est une clôture qui est bullish puisqu'on a une tentative de pousser au niveau des vendeurs, suivi d'une mèche ici qui représente 85% de la bougie, d'accord. Donc on a une mèche qui nous montre que là on a des vendeurs qui sont bloqués, qui ont la tête sous l'eau, d'accord. C'est des futurs racheteurs, parce qu'un vendeur c'est quelqu'un qui rachète sa position au moment où il veut sortir. Ça nous montre qu'on a une très bonne réaction au niveau des acheteurs également. Donc voilà, la clôture weekly sur le BTC est plutôt encourageante. Là-dessus, il y a pas de souci. En daily, c'est également intéressant ce que nous fait le BTC, puisqu'il nous a réintégré un niveau clé que je surveillais, les 61 000 $, qui était globalement notre borne de bad range, avec une très bonne clôture daily. Alors ça aurait été mieux qu'ils viennent clôturer au-dessus du précédent sommet, là, aux alentours des 64 650 $. Mais déjà, ici, c'est une très bonne clôture, d'accord. On était dans un range, on avait des extrémités qu'on peut mettre globalement ici, d'accord, avec une déviation à ce moment-là, mais voilà, on a une borne basse vers les 61 000 $, une borne haute vers les 71 500 $. On a un BTC qui fait des allers-retours entre ces deux bornes. On a ici un break, suivi d'une réintégration. En général, quand on réintègre comme ça un range, on a de grandes chances de retourner chercher le milieu de range au niveau de notre poke, voire la précédente zone, d'accord, au niveau de notre haut de range. Ce genre de break et de réintégration me fait penser à ce range-là, d'accord. Hop, que je vais tracer. Voilà. Exactement ce range-là. On a break, on a réintégré. En général, quand on réintègre, on a de grandes chances d'aller chercher la borne opposée. C'est ce qu'on a fait ici. Puis là, on a break, on a réintégré et on a refait la même chose en allant chercher la borne opposée. D'accord. Et donc, on fait quelque chose d'assez similaire pour le moment. Dans tous les cas, il faut rappeler que la dynamique de fond en weekly reste haussière. Et cette réintégration nous donne déjà une zone d'invalidation pour des potentielles entrées en swing. Moi, la zone que je surveille, c'est si on a un pullback sur les 61 000 $, ça sera une très bonne zone d'entrée pour construire des positions swing avec une zone d'invalidation qui est claire, qui est une clôture daily sous les 56 700 $. Parce que techniquement, si on réintègre, on n'a aucune raison de revenir chercher ce creux ici. De la même manière, quand ici on a réintégré, voilà, on pouvait avoir une zone d'invalidation sous ce niveau-là. Puisque là, si vraiment on se fait rejeter ici, et qu'on fait quelque chose comme ça, bon, on aura vraiment la confirmation. Alors là, on pouvait être déjà sur la confirmation d'un break de range, puisqu'on avait clairement une clôture qui était sous le plus bas du range. Mais si on refait à nouveau un creux plus bas, on aura également une confirmation beaucoup plus importante et on pourrait retracer davantage. Donc voilà, pour le moment le marché envoie un signal assez encourageant. On est en train de buter sur un niveau assez intéressant puisqu'on a une confluence ici entre le tunnel 4 heures, le précédent sommet. Donc on a quand même un cross du 15 minutes au-dessus d'une heure, ce qui nous montre que sur le court terme on a une très bonne réaction. Et de toute façon on le voit ici avec une petite pattern de retournement, ici des creux des sommets de plus en plus haut. Maintenant on bloque sur un niveau qui est assez intéressant à surveiller, c'est notre tunnel 4 heures. Hop. Ouais, on a une bonne confluence, tunnel 4 heures, point pivot weekly qui fait office de résistance. Donc on voit que ici, on est sur un niveau quand même qui est censé faire office et qui fait office de résistance. Et on a également un cross du 15 minutes au-dessus d'une heure avec un cours qui évolue au-dessus du 15 minutes qui nous montre que voilà, on a une reprise de la dynamique sur du court terme. Et même si je regarde plusieurs altcoins, voilà, on essaye de poser des bottoms dans ce tunnel 15 minutes comme BNB qui a très bien réagi là, avec une bonne confluence, point pivot daily, point pivot weekly, tunnel 15 minutes, la même pour Solana, tunnel 15 minutes avec un point pivot weekly. On a de très bonnes réactions dans le tunnel 15 minutes, le 5 minutes qui a bien fait office de support pendant un long moment, jusqu'à pousser à un affaiblissement des acheteurs, jusqu'à le break. En général, c'est toujours la même chose, hein, le 5 minutes break, grande chance d'aller chercher le 15 minutes, si le 15 minutes break, grande chance d'aller chercher le 1 heure, etc., etc. Donc on voit qu'on est dans une situation qui n'est pas facile puisque on a une sorte de compression entre le tunnel 4 heures qui fait office de résistance et le tunnel 15 minutes. Donc
Ici, chercher des positions swing, sachant qu'on est quand même proche du milieu de range, c'est compliqué. Et c'est ça trader, hein, c'est là où faut patienter. Faut patienter, on peut émettre plusieurs scénarios, plusieurs zones d'intervention, mais tant que le marché ne va pas chercher ces zones, tant qu'on n'a pas le signal qu'on veut avoir, on ne rentre pas en position. Et là, techniquement, moi, la zone que je surveillerais, c'est les 61 000 $. D'accord, à moins qu'on break le milieu de range et qu'on fait un pullback, mais en général j'aime pas trop trader les milieux de range, bien que ça peut être une très bonne zone de localisation. Voilà, la zone que je surveillerais, c'est clairement les 61 000 $. Si on fait un pullback dessus, on a une bonne confluence avec une zone d'imbalance, niveau de support, zone d'imbalance. Si je trace un Fibo, on sera sûrement sur une bonne zone. Ouais, non, bon, il y a les 0,5 de retracement, mais on n'est pas sur les 0,382. Donc cette zone là entre les 61 000, 61 500 $, c'est une très bonne zone de confluence où si on y va dans les prochains jours, admettons qu'on y va, qu'on pousse à la divergence haussière et on essaie de poser un bottom, ça serait une très bonne zone de localisation pour chercher des achats avec une zone d'invalidation claire qui est sous le plus bas creux qu'on a posé au niveau des 66 500 $ et avec une target pour aller chercher au moins le milieu de range. Donc si on a quelque chose comme ça, est-ce qu'on a un risk reward intéressant? On a un risk reward de 2,8 pour 1, voire 3 pour 1, qui est un très bon risk reward. Quand vous tradez les ranges comme ça, on se positionne toujours sur les extrémités, et on va chercher au moins un risk reward de 2 pour 1, 3 pour 1, ça reste quand même l'idéal. Donc c'est un peu le setup que je surveillerai des prochains jours. Et voilà, la zone d'invalidation elle est claire, on peut pas faire plus simple. On a d'ailleurs le tunnel daily qui est toujours en hausse, d'accord. Et voilà, si on y va, ça sera également une bonne zone de localisation qui pourra potentiellement faire office de support. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de pullback dans le tunnel daily, mais si on y va, c'est une très bonne zone pour chercher quand même des entrées, on va dire moyen voire long terme. Alors, sur le BTC, on est quand même sur des niveaux hauts, mais ouais, c'est un très bon niveau. Maintenant, l'idéal, hein, ce qui serait bullish sur du plus court terme, là, ça serait de break le 4 heures, et dans ce cas-là, le prochain niveau à surveiller, ça serait les 67 000 $, c'est la prochaine résistance. Donc plutôt bullish sur cette réintégration. Maintenant, c'est là où, vous voyez, hein, avoir un plan, avoir une stratégie, avoir une bonne gestion de notre risque, parce que le marché joue un peu de nous, hein, comme ça, quand on break, on réintègre, c'est pas toujours facile. Et c'est là aussi où, je vais pas dire que le marché était simple non plus, hein, parce que le marché est jamais simple, mais en 2023, il y avait quand même beaucoup d'opportunités pour faire de la continuation de tendance. C'est toujours plus compliqué de rentrer sur résistance lorsqu'on fait un nouvel ATH que de faire de la continuation de tendance pendant toute cette hausse. Et c'est là où, des fois, quand le marché ne fait pas grand-chose, que le marché est plus difficile, et selon moi, le marché est plus difficile là depuis 2-3 mois que pendant tout 2023, ok, et c'est là où faut peut-être réduire son risque, faire plus attention, et le but c'est pas que sur 2 mois on fait énormément de pertes qui vont compenser en pire, hein, bien sûr, les gains qui ont été faits tout simplement en 2023. Donc faut pas faire n'importe quoi, et des fois s'il n'y a pas d'opportunité de trade, il y en a pas. Et c'est vrai que moi depuis 2-3 mois je trade beaucoup moins, déjà en swing j'ai très peu d'opportunités, sur de l'intraday j'en ai quand même quelques-unes, ça m'arrive, mais beaucoup moins d'opportunités qu'en 2023. C'est pas grave, on s'adapte, c'est nous qui nous adaptons au marché, hein, c'est pas le marché qui doit absolument s'adapter à nous, d'accord. Le marché il a toujours raison, donc c'est à nous d'observer ce que fait le marché, de réagir en conséquence. Mais en tout cas, ce que nous montre le BTC, c'est qu'on a une très bonne réaction. Et ce que j'ai remarqué également, c'est que cette hausse, elle a été faite avec un funding négatif, d'accord. Ce qui nous montre que les gens n'y croyaient pas. Quand on est reparti à la hausse là pendant une journée, ok, on est passé à peu près de 57 000 $ à 60 000 $. Et les gens n'y croyaient pas, ça se voit, d'accord. Il n'y avait pas d'euphorie sur les contrats perpétuels, il n'y avait pas une grosse demande là-dessus, ce qui nous montre que voilà, il y avait très peu de conviction sur ce mouvement à la hausse, et c'est assez bullish en général d'avoir une hausse sans que les gens y croient, en se disant oui c'est un faux rallye, on va piéger du monde, ça va pas tenir. Et voilà, il y a eu un regain d'intérêt, ce qui est tout à fait normal à partir des 62, 63 000 $. Donc plutôt bullish sur le BTC, là-dessus il n'y a pas de souci. Et voilà, la zone d'invalidation qu'il faut retenir, c'est les 56 500 $, une zone clé les 61 000 $, ensuite le milieu de range ou le haut de range. Et actuellement, on est sur un niveau quand même qui est compliqué, puisque comme je dis, on est sur une compression, donc on pourrait très bien chercher des shorts comme des longues si on vient faire un pullback sur le point pivot daily.
Ça, c'est pour BTC. Sur Ether, lui, ça ne change pas. Il est toujours dans son range avec deux extrémités. C'est toujours la même chose. Extrémité basse vers les $3000, 2900, extrémité haute vers les $3250. Et tant qu'on est dans ces zones-là, eh ben, on peut faire du ping-pong, d'accord. On peut aller chercher la borne basse, aller chercher la borne haute. Dans tous les cas, voilà. Borne haute, on cherche des shorts. Borne basse, on cherche des longues. Et on retrouve un momentum qui est encourageant. D'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais sur BTC également, on retrouve un momentum qui est encourageant sur le MACD avec une divergence haussière qui est validée, qui montre tout simplement qu'on a un affaiblissement au niveau des vendeurs. Sur Ether, ça serait bien de break ce niveau-là sur le MACD pour faire un W et retrouver un momentum qui est plutôt bullish. Clôture weekly, pareil, alors ça reste une clôture avec moins de force qu'on a eu côté acheteur sur Ether que sur BTC, hein, puisqu'on voit que sur BTC, la bougie est beaucoup plus petite et surtout est beaucoup plus grande plutôt, et surtout on clôture dans le vert. Mais voilà, on a un ETH BTC qui, on a quand même une petite reprise, on est sur un pullback pour le moment, on a déjà une bonne réaction, c'est un niveau qui doit tenir à ce niveau-là, on ne doit pas spécialement le réintégrer, parce qu'on était ici bloqué dans un range, alors un petit bracket, hein, c'est un tout petit range, on a break, on fait un pullback, en général quand on fait un pullback on veut que ça reparte, hein. C'est pas très bon de revenir à chercher à nouveau ce niveau-là. Voilà, maintenant c'est vrai qu'on ravale plus de 50% de la bougie, bon, ça aurait pu être pire si on clôturait en dessous de ce niveau-là, mais je pense qu'il va falloir du temps pour inverser toute cette dynamique baissière qu'on a mis en place. Et ce qu'il nous faut, c'est tant qu'on n'a pas vraiment une vraie pattern de retournement, quelque chose comme ça dans des gros W, et ben ça va clairement être compliqué de parler d'un Ether qui surperforme le BTC. Maintenant, on a quand même une Bitcoin dominance qui baisse, on n'a pas de cas concret pour le moment de pattern de retournement, c'est trop juste pour parler de retournement au niveau de la Bitcoin dominance. Pour moi, on est dans une bonne saisonnalité pour taper une altcoin season. Alors, je pense pas qu'on aura une altcoin season comme on a connu avec des x5, j'allais dire des x5 tous les jours, peut-être pas abusé, mais bref, tous les matins des plus 30%, on regarde le wallet, plus 30%, etc., avec des cryptos qui vont faire un x10 en quelques jours, quelques semaines. Je pense pas. Maintenant, on peut avoir une altcoin season qui sera moins importante. De toute façon, on a une capitalisation totale qui augmente avec le temps, donc on peut s'attendre à moins de volatilité. Moi, je suis toujours bullish sur Total 3, hein, depuis que on a break ici ce niveau-là, qu'on a validé cette pattern de retournement. C'est quoi, c'est le niveau des 381 milliards de market cap sur Total 3, et pour moi on peut faire quelque chose de très similaire à ce qu'on a fait en 2020-2021, d'accord, avec bien sûr un mouvement, une amplitude de prix différente, hein, puisque là, si je prends le point le plus bas ici, au point le plus haut, on a fait un 5400%, là si je prends le point le plus bas, avec ce que j'ai targeté, on est sur un 500%. Voilà, c'est tout à fait différent. On n'aura pas des altcoin season qu'on a connu avant, parce que le marché mûrit, hein, on a une capitalisation qui est plus importante. Maintenant, pour moi, ça m'étonnerait pas d'aller chercher cette extension de Fibonacci. On voit qu'on répète souvent un peu la même chose, hein. Grosse phase d'accumulation, ok, pendant une période de 2 ans, phase d'expansion, ok, et ensuite phase de distribution. On peut aller chercher l'expansion jusqu'ici même. On a été chercher ici les 218 de Fibonacci, peut-être même les 318, je ne les ai pas notés. 318, est-ce qu'on a été les chercher? On n'a pas été chercher les 318, mais on s'est arrêté entre les deux. Mais là, on voit qu'on fait globalement la même chose, hein. Pattern d'accumulation pendant presque un peu 1 an et demi à peu près, ok. On break ce niveau-là, en plus on a le pullback, et on pourrait être dans cette phase d'expansion. Et pendant ces phases d'expansion, on peut avoir des retracements. C'est vrai qu'ici, on en a très peu connu. Ok, on en a connu un plus grand ici, peut-être que le retracement il est ici pour ensuite avoir une expansion beaucoup plus importante et aller chercher des 1,8, 100% d'extension, donc un marché autour des 1,6, 1,9 trilliards de dollars. Ça ne serait absolument pas surprenant selon moi pour le marché crypto. Maintenant, c'est pas quelque chose qui va se faire en quelques semaines, mais voilà, pour moi on est sur une Bitcoin dominance qui est assez élevée, ok. Prochaine target, si on continue cette hausse, c'est les 60%. J'ai du mal à croire qu'on ira chercher au-dessus des 60%. Donc, pour moi, on est toujours dans une fenêtre où c'est intéressant de s'intéresser aux altcoins. Maintenant, pas n'importe quels altcoins, d'accord. Vous faites une analyse fondamentale. Après, vous avez vos propres convictions. Ça dépend de vous, d'accord. En fonction de qu'est-ce qui vous attire dans le marché, pourquoi vous êtes là, enfin pas spécialement pourquoi vous êtes là, mais c'est quoi vos convictions, d'accord? Qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que ça va être le secteur gaming? Est-ce que ça va être l'interopérabilité, l'intelligence artificielle, les real assets? Voilà, est-ce qu'il y a un projet vraiment qui vous, j'allais dire qui vous séduit, mais surtout qui arrive à vous convaincre, d'accord, avec quelque chose une analyse rationnelle qui vous dit, ok, ça c'est des projets intéressants. Voilà, en tout cas,
On a quand même une reprise qui est moins importante pour certaines altcoins avec la réintégration du BTC. Voilà, on a des altcoins beaucoup plus faibles. On a une bonne reprise sur des projets style Polkadot. Polkadot Optimism, depuis son point bas, il a pris un 70%. Après lui, il a fait un magnifique pullback. Je pense, méfiance aux altcoins qui ont très bien performé. En général, je vous dis oui, une altcoin les altcoins qui sont très fortes, vaut mieux s'y intéresser. Je parle de ING. Hop, ouais, je parle de ING, je parle de Kaspa, je parle de RNDR. Hop, RNDR qui performe bien. Mais attention, oui, je dis souvent qu'une altcoin qui est forte, une altcoin qui a très bien performé, vaut mieux faire de la continuation. Maintenant, je remarque que les altcoins qui ont bien performé, ils ont du mal sur le rebond actuel. Si je prends voilà un ING, c'est une altcoin qui est forte, c'est une altcoin qui a pas très bien performé pendant les derniers jours, pendant même le crash qu'on a eu, hein. Vous vous souvenez ce crash crypto qu'on a eu là, alors que le BTC avait rien fait, on avait pris un moins 30, moins 40%, et bon, on voit que on n'a pas tellement retracé, d'accord. Voilà, on a pris un 30%, bon, ça reste plutôt faible. Kaspa pareil, hein, vous voyez, c'est pas terrible. Si je regarde des projets comme Tao, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, c'est le crash, c'était quand? Le petit crash qu'on a eu, je dis crash, hein, c'est un grand mot, hein. 13 avril, si je regarde Tao, c'était quand le 13? C'était ici. On voit qu'on a continué à baisser. Si je regarde des projets qui ont bien performé, fait, ouais, c'est pas incroyable non plus. Alors, vous allez me dire, oui, bon, 40%. Mais si je regarde des altcoins qui sont considérés comme faibles, par exemple, je prends quoi? ADA, c'est considéré comme faible. Ouais, bon, ADA, pas terrible. Chainlink, on fait quoi là? Après, c'est plus fort au niveau des capitalisations, mais ce que je veux faire comprendre, c'est que les projets qui ont très bien performé, exemple encore avec STX, ces dernières semaines, ces derniers mois, 2023 même, d'accord, qui ont fait un nouvel attach, qui ont très bien performé, mais on voit que depuis ce crash qu'on a eu en avril, là, le 13 avril, bah, c'est pas des cryptos qui reperforment très bien. La preuve avec STX, on est presque à son niveau où on a craché, d'accord, on l'a vu avec Kaspa, on est au même niveau du crash. ING, c'est pas terrible non plus. Alors que des projets un peu Optimism, on a également ANKR, d'accord, ANKR, voilà, qui a bien rattrapé. On voit qu'il y a peut-être les cryptos qui ont très bien performé, on arrive dans une phase où les investisseurs vont plutôt prendre des profits, moins renforcer leur position et plutôt avoir une rotation sectorielle sur des projets qui n'ont pas spécialement performé, qui proposent une réelle valeur à l'écosystème. Je parle de Atom, je parle d'autres projets comme ça qui sont utiles mais qui n'ont pas spécialement performé pendant l'année 2023. En tout cas, je remarque que d'habitude, lorsqu'on a un dump du marché, et quels sont les altcoins qui reperforment le plus rapidement possible? C'est des ING, c'est des Kaspa, c'est des fêtes, etc. Alors je voulais pas mettre celui-là. Je voulais juste comparer des petits exemples de dump. Alors. Ah oui, par exemple dans ce genre de phase où on a un BTC qui corrige là sur une ou deux journées, on a un ING qui s'en moque complètement, d'accord. Et bref, moi je me rends compte que là, visiblement, avec des projets comme j'ai dit, Kaspa, ING, STX, je peux en prendre d'autres, ça donne compte de l'intelligence artificielle. Océan encore ça va, ça reperforme bien. Qu'est-ce qu'on a eu des projets ah oui, Pep s'envole, hein, c'est un truc de ouf. Bon après, les mêmes coins comme ça, j'ai déjà fait un x2. Bon, il y a quand même des exceptions, mais c'est vrai que les gros projets phares, STX, ING, Kaspa, j'essaie de me rappeler d'autres, mais je les ai pas spécialement en tête, qui ont très bien performé. Dogecoin, ouais, c'est pas terrible non plus. Il y a peut-être une petite rotation. En tout cas, méfiance sur ces projets qui ont déjà fait des x30, x50, pensez à prendre des profits, d'accord. Et ça peut être une stratégie de prendre des profits, de se repositionner sur des altcoins qui sont en train de sortir de phase d'accumulation. Voilà. Mais en tout cas, méfiance sur ces projets-là. C'est pas si on a une altcoin season, c'est pas parce que ces projets ont déjà fait un x20 qu'ils pourront à nouveau faire un x20. Je dis pas que c'est des projets morts, bien entendu, mais je dis juste méfiance. Moi, je observe quelque chose qui est assez intéressant, c'est que ça se calme pour certains projets qui ne performent pas aussi bien que l'ensemble du marché, alors qu'ils sont considérés comme des cryptos fortes. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus. On va surveiller ce qui se passe là dans les prochains jours, puisque le marché est assez intéressant à analyser là avec cette réintégration. Je suis assez curieux de voir ce qu'il va nous proposer, mais niveau intéressant, 61 000 $ si on retourne dessus. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, dites-moi vous ce que vous en pensez du marché, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.